tous, Julie Desmarais, MCUPH à l'Institut d'immunologie du CHU de Lille et enseignante à la faculté de pharmacie de Lille. Je vais vous présenter aujourd'hui, avec mon collègue le docteur Guillaume Lefebvre, une présentation sur la réponse immunitaire anti-SARS-CoV-2, sur la réponse adaptative anti-SARS-CoV-2, donc cette mémoire du système immunitaire qui est mise en place. La réponse immunitaire, on la décrit en 3 grandes lignes de défense. Donc par exemple, pour un virus comme le SARS-CoV-2, la première ligne de défense, ça va être les muqueuses, la muqueuse bronchique ou la muqueuse intestinale. Une fois cette première barrière passée, on a une réponse immunitaire innée qui va se mettre en place, donc une réponse inflammatoire importante, qui a été décrite déjà dans une autre conférence par Philippe Gosset. Et aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement ensemble sur la réponse adaptative et spécifique antivirale qui se met en place également en parallèle avec les lymphocytes T et les lymphocytes B spécifiques du virus. Donc avant de parler de l'immunité, revenons juste rapidement sur le virus en lui-même et sur ses protéines structurales, puisque c'est contre ces protéines structurales que le système immunitaire va développer une réponse spécifique. Donc on a l'antigène N pour la nucléocapside, l'antigène M pour la membrane virale. On a également une protéine d'enveloppe E, mais qui sera moins importante pour la suite de la présentation, et la protéine S pour la spicule ou spike, qui est très importante puisque c'est grâce à cette protéine que le virus va rentrer dans l'organisme. Donc comment ça se passe? Donc l'infection à SARS-CoV-2, la réponse innée qui va se mettre en place, comme on l'a déjà vu, et puis surtout en parallèle, on va avoir une captation de ces antigènes, de ces protéines virales du SARS-CoV-2, qui vont être présentées aux lymphocytes T et B, qui étaient alors naïfs, et qui vont devenir spécifiques des antigènes, des protéines du virus. Donc on va avoir une réponse adaptative spécifique, composée donc de lymphocytes T et B spécifiques du SARS-CoV-2. Donc d'un côté les lymphocytes B, dont la principale fonction est de produire des anticorps ou des immunoglobulines qui vont être dirigés spécifiquement contre les protéines M, N et S. Donc ces lymphocytes B et cette sérologie, on en a entendu un petit peu plus parler. Pourquoi? Puisque ça fait partie donc des tests diagnostiques du SARS-CoV-2, de la Covid-19. Comme vous le savez, on peut diagnostiquer la présence du virus directement par PCR en recherchant donc l'ARN du virus dans un frottis nasal au début de l'apparition des symptômes. Et puis on peut également réaliser des tests sérologiques pour mettre en évidence cette réponse sérologique spécifique. Donc c'est ce qu'on voit aussi ici sur ce schéma de droite. Donc au départ, c'est la présence du virus qu'on va pouvoir mettre en avant, mais ce virus va finalement finir par disparaître, heureusement. Et par contre, la réponse sérologique, donc l'apparition d'anticorps de type immunoglobuline M, puis immunoglobuline G, eux vont pouvoir être détectés dans le sang des patients et donc pouvoir attester d'une infection précédente. En parallèle de ces lymphocytes B, nous avons une autre population lymphocytaire, les lymphocytes T. Donc les lymphocytes T se différencient en lymphocytes T CD4 que vous connaissez peut-être déjà puisqu'ils sont la cible d'un autre virus qui est le VIH. La principale fonction des lymphocytes T CD4 est d'aider les lymphocytes B à produire justement ces anticorps spécifiques. Les lymphocytes TCD8, quant à eux, ont pour principale fonction de tuer les cellules infectées par le virus. Donc ces lymphocytes T spécifiques mémoire du SARS-CoV-2, nous avons développé une technique au laboratoire pour les étudier. Donc à partir du sang du patient, nous allons récupérer les globules blancs du patient qui vont contenir les lymphocytes T. Ensuite, nous allons les compter et les mettre en présence donc des protéines spécifiques du SARS-CoV-2. Donc les protéines dont on a parlé tout à l'heure, M, N, S ou alors un mix des trois. Après un certain temps d'incubation, donc en présence des antigènes, les lymphocytes T spécifiques vont être alors activés et vont produire un médiateur spécifique de cette protéine SARS-CoV-2. Donc nos lymphocytes T spécifiques vont reconnaître leur cible, vont être activés et vont produire un médiateur que nous allons pouvoir détecter. Donc comme on le voit ici, un point bleu
correspond à un lymphocyte T spécifique qui a produit ce médiateur. Donc en réponse aux différents antigènes M, N, S ou alors au mix. Au final, cette réponse donc, à l'infection SARS-CoV-2 qui passe par la réponse innée puis par la réponse adaptative avec la sélection des lymphocytes T et B spécifiques du virus, donc des antigènes du virus, on va avoir donc l'apparition d'une mémoire immunitaire T et B avec des lymphocytes T mémoire et B mémoire qui vont avoir un rôle très important en cas de réinfection de l'organisme, de la personne, puisque en parallèle de toute cette réponse immunitaire que je viens de vous décrire, on va avoir cette réponse mémoire qui va être une protection supplémentaire contre le virus. Merci Julie pour cette super introduction qui permet de rebalayer un petit peu tout ce que vous devez savoir sur l'immunité adaptative et bien comprendre cette immunité anti-SARS-CoV-2 que je vais vous présenter maintenant. Moi, je m'appelle Guillaume Lefebvre, je suis aussi MCUPH au laboratoire d'immunologie du CHU de Lille et enseignant donc, à la faculté de médecine. Alors, je vais essayer de vous faire un bref état des lieux des connaissances aujourd'hui acquises sur l'immunité adaptative vis-à-vis donc, de ce virus, le SARS-CoV-2, avec déjà le point sur les anticorps. On sait déjà, et Julie vous l'a dit à travers les sérologies, on sait qu'on peut détecter des anticorps spécifiques du virus, et donc c'est ce qui permet de faire les tests sérologiques et puis du diagnostic, on va dire, à rétro de l'infection. On sait aussi que le taux d'anticorps sera d'autant plus élevé que l'infection initiale était importante. C'est un résultat qu'on a obtenu dans le travail qui a été mené donc, dans notre laboratoire avec la méthode que vous a expliquée Julie tout à l'heure, avec, vous voyez en noir, des patients qui sont passés en réanimation, donc, qui ont fait une forme sévère, et quand on regarde leurs anticorps, eh bien, un mois après l'infection, on se rend compte qu'ils ont un taux plus élevé, et c'était corrélé pour les différentes catégories d'anticorps qu'on a étudiées en ajustant par rapport au délai de l'infection. Donc ça, c'est une notion déjà importante, qui nous dit en tout cas que, au moins transitoirement, les formes sévères ont un taux d'anticorps plus important. A l'inverse, les patients qui ont fait une forme mineure à modérée, mais a fortiori mineure, ont un taux d'anticorps plus faible, et donc vous voyez sur le schéma de gauche que ce taux d'anticorps plus faible, il est amené à diminuer dans le temps, et donc quand on part de bas, eh bien, on va perdre ces anticorps finalement plus rapidement que les patients qui ont fait des formes sévères. Donc cette protection qui est supposée médiée par ces anticorps, on comprend que chez certains patients, elle ne puisse être que transitoire. Et vous avez peut-être entendu parler de ces cas de réinfection, donc des patients qui avaient fait une première infection Covid-19 à la première vague, et puis quelques mois après, qui vont refaire une nouvelle infection documentée. Et donc ça s'explique vraisemblablement par cette immunité transitoire, et donc qui ne persiste pas dans le temps, alors qu'on vous a expliqué tout à l'heure que normalement, l'immunité adaptative, quand tout fonctionne bien, il y a une mémoire immunitaire. Et là, il semble que, pour en tout cas certains sujets, on la perde finalement assez rapidement, potentiellement en quelques semaines à quelques mois. On sait aussi que ce taux d'anticorps, et c'est une des difficultés de l'immunité vis-à-vis de ce virus, ce taux d'anticorps ne reflète pas forcément la protection. Au sein des anticorps qu'on dose, eh bien, il y a des anticorps qui sont protecteurs, et il y a des anticorps qui ne sont pas protecteurs. Donc ça fait appel à des tests plus sophistiqués pour les identifier, et c'est ce qu'on appelle ces anticorps neutralisants. Et donc il y a ce travail qui a été mené par les équipes parisiennes grâce aux cohortes françaises qui ont été menées très rapidement dès la première vague. Eh bien, il montre bien que malgré un taux d'anticorps, d'immunoglobuline important, eh bien, certains patients perdent leurs anticorps neutralisants. Donc, en théorie, eh bien, ces patients qui ont fait une infection à SARS-CoV-2 ne sont plus protégés parce qu'ils n'ont plus les anticorps neutralisants requis pour eh bien, se défendre contre une nouvelle réinfection. Sur les lymphocytes T maintenant, on sait qu'on fabrique naturellement après une infection à SARS-CoV-2 des lymphocytes T spécifiques. On a également montré, à l'instar des anticorps, que le nombre de lymphocytes T était d'autant plus élevé qu'on a fait une infection sévère. À nouveau, les patients en noir ici sont des patients qui sont passés en réanimation. Et donc vous voyez leur taux de lymphocytes T dirigé contre la protéine M, contre la protéine N, S ou bien un mélange des trois. Et vous voyez que le taux de lymphocytes T est d'autant plus important que la forme était grave, mineure, modérée à sévère.
Donc ça, c'est une information qui nous laisse penser que peut-être ces lymphocytes T ont un rôle dans les premières semaines, mais on ne peut pas encore dire si ça confère une protection alors que ces patients ont fait une forme grave. Donc c'est peut-être juste une signature et pas encore quelque chose qui protège. Ça, on manque encore de données sur cette protection sur le long terme. Il y a une autre donnée qui est maintenant assez communément admise vis-à-vis de ce SARS-CoV-2, c'est que les anticorps contre le SARS-CoV-2, les lymphocytes T contre le SARS-CoV-2 pourraient reconnaître aussi d'autres coronavirus, ce qu'on appelle les coronavirus du rhume, que le professeur Goffard vous a présenté dans une première conférence. Donc on est dans la même famille, et comme ils sont proches, mais finalement notre système immunitaire peut entre guillemets les confondre. Alors ça peut être bien, parce que cette réactivité croisée, peut-être qu'elle protège. Peut-être que quand on a été immunisé contre un virus du rhume, eh bien, ça peut nous protéger contre le SARS-CoV-2. En tout cas, c'est une hypothèse non démontrée pour l'instant. En tout cas, il y a encore des données contradictoires et qui expliquent peut-être, en tout cas en partie, que les enfants qui font plus de rhume que les adultes eh bien, soient peut-être plus protégés, ou en tout cas plus protégés des formes graves que les adultes. Ça reste une hypothèse qui est encore aujourd'hui à confirmer. Et donc on ne sait rien encore sur la persistance dans le temps de cette mémoire T. On travaille dans notre laboratoire sur la réponse immunitaire tardive, cette mémoire donc à 6 mois chez les patients qui ont malheureusement présenté un SARS-CoV-2 à la première vague. On espère pouvoir montrer qu'ils gardent une mémoire T, mais à l'instar des anticorps, ça n'est pas certain. Et on ne sait rien de l'efficacité de cette mémoire, comme les anticorps neutralisants ou non neutralisants. On ne sait pas si avoir des lymphocytes T, ça a une réelle efficacité en termes de protection. Donc encore beaucoup d'inconnus, mais parce que l'immunité, c'est l'immunité innée et sa réaction qui est rapide et qui a un enjeu majeur dans les premiers jours de la première infection. Mais l'immunité, c'est aussi cette protection sur le long terme qu'on espère observer à chaque fois qu'on a des infections virales ou bactériennes. Et cette immunité collective dont vous avez certainement entendu parler, qui a fait débat au tout début de l'épidémie, qui a été mise en avant comme hypothèse un peu de stratégie dans certains pays, qu'est-ce que cette immunité collective? Ce que je vous ai expliqué là, c'est l'immunité individuelle finalement, avec le nombre de lymphocytes T, la quantité d'anticorps. Je suis protégé parce que j'ai des anticorps neutralisants, ou pas parce que mes taux sont faibles. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle d'une population, vous avez un schéma ici où vous voyez un sujet en rouge qui est contagieux sur la gauche, et puis vous avez quelques personnes vaccinées ou immunisées, et puis vous avez en bleu des sujets non protégés qui n'ont jamais fait l'infection et qui ne sont pas vaccinés. Et donc, dans ce contexte-là, vous avez peu de vaccination ou peu de protection, eh bien, vous avez une épidémie à cause du cas contact en rouge qui a transmis le virus à son entourage proche ou en tout cas autour de lui. Quand on a une population qui est bien immunisée ou bien vaccinée, eh bien ce sujet contagieux qui est toujours en rouge, il est entouré de sujets qui sont figurés en jaune, qui eux sont protégés. Donc eux ne feront pas d'infection. Par contre, ceux qui ne l'étaient pas, eh bien, sont aussi protégés par ces sujets vaccinés. Donc je ne suis pas vacciné, mais s'il y a beaucoup de gens vaccinés autour de moi, je vais être protégé par ces gens qui sont vaccinés. Donc j'ai moins de chances d'attraper indirectement le virus. Ça, c'est la règle pour la plupart des infections virales ou bactériennes. Cette protection communautaire grâce à la vaccination, elle n'est pas qu'individuelle. C'est ce qu'on appelle la couverture vaccinale qui permet de définir si notre population est bien protégée ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le SARS-CoV-2 ? Je vous ai déjà donné les premiers éléments. On a une séroprévalence qui est assez faible, avec finalement peu de sujets qui développent des anticorps qui semblent à taux faible, en tout cas pour un certain nombre de personnes, et qui en plus ne semblent pas durer dans le temps. Vous voyez le schéma de gauche, en l'état actuel des connaissances, en termes d'immunisation naturelle, eh bien on n'obtient pas cette immunité collective avec le SARS-CoV-2, et donc c'est ce qui fait toute la difficulté aujourd'hui des stratégies, et c'est ce qui fait tout l'intérêt du confinement qu'on a encore subi lourdement ces dernières semaines, mais le bénéfice c'est ça, c'est finalement la distanciation. Vous pouvez écarter ce schéma, vous écartez les individus les uns des autres, vous limitez le risque d'infection parce que finalement individuellement on n'est pas suffisamment protégé, donc collectivement on n'est pas suffisamment protégé. Finalement le confinement apporte cette pseudo-immunité ou cette pseudo-protection collective qui nous manque avec cette immunisation qui n'est pas obtenue. Un petit mot aussi sur la vaccination pour vous expliquer les implications de ce qu'on vient de dire là. Je vous remonte le schéma que Julie vous a présenté tout à l'heure avec toute la mise en place de cette immunité spécifique vis-à-vis du SARS-CoV-2. C'est
exactement l'objectif qu'on veut atteindre avec la vaccination. On espère qu'avec un vaccin, on reproduise, parce que c'est ce qu'on attend d'un vaccin, on reproduise cette immunisation spécifique et que cette immunisation, cette fois, soit protectrice, c'est-à-dire qu'elle génère des anticorps neutralisants, elle génère des lymphocytes T spécifiques qui soient efficaces pour tuer le virus et les cellules infectées par le virus, ce qui fait qu'en cas de contamination, eh bien, même si on n'a pas fait l'infection avant, on a été vacciné, on est protégé et donc on ne s'infecte pas. Le virus passe, mais pas de conséquences, en tout cas pas de forme grave. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire un peu en termes d'explication sur ce qu'est cette immunité spécifique, les conséquences en termes d'immunisation collective, les conséquences en termes de vaccination, avec beaucoup de questions qui sont encore en suspens, mais je pense, j'espère en tout cas qu'on vous a convaincu que cette immunité naturelle, adaptative, anti-SARS-CoV-2, elle n'a pas non plus une évolution archi-classique, et en tout cas, elle ne semble pas de durée prolongée, ce qui est une vraie problématique, vous l'avez compris, puisque pour générer une protection durable, eh bien, il faut qu'elle se maintienne dans le temps. Or, c'est extrêmement important pour bien comprendre la réponse au vaccin. Donc là, la mise en route de la vaccination de la population va permettre aussi de générer des nouvelles données, mais vous savez qu'il y a déjà des essais qui sont très prometteurs avec une protection induite par le vaccin chez des sujets qui étaient en plein contexte épidémique. Il y a eu moins de cas chez les gens vaccinés que chez les gens non vaccinés. Donc, on croit beaucoup à la vaccination en espérant qu'elle soit durable. Et si elle n'est pas durable, il faudra peut-être faire des rappels, c'est aussi le principe des rappels vaccinaux, et donc s'il faut, on fera ces rappels vaccinaux pour maintenir le plus longtemps possible cette immunité individuelle et collective finalement. Voilà. Et vous aurez beaucoup plus d'informations dans la conférence qui sera donnée par le professeur Camille Locht sur les approches vaccinales, et ce dans quelques semaines maintenant. Voilà, j'ai le plaisir donc de terminer, et puis j'en profite pour remercier, outre donc ma collègue Dr Julie Demaret, toute l'équipe d'immunologie, et notamment l'Institut d'immunologie qui est dirigé par le professeur Myriam Labalette, et toute l'équipe qui a fait un boulot formidable, comme beaucoup d'équipes au CHU qui ont beaucoup donné de temps, d'énergie et d'investissement dans le développement de ces nouvelles méthodes aussi, pour mieux comprendre l'immunité antivirale. Et tous ces travaux qui ont été menés dans notre laboratoire, ils l'ont été grâce à beaucoup d'autres personnes, des cliniciens, infectiologues, réanimateurs, internistes, et puis des collègues biologistes et de l'équipe Infinite, une unité INSERM 1286 qui a aussi apporté son aide au plus fort de la crise pour mener à bien ces travaux. J'en profite également pour remercier les partenaires de ce projet qui nous permettent de vous proposer ces conférences. Et nous serons bien sûr, j'espère, en mesure de vous donner des bonnes nouvelles sur cette immunité et le suivi des patients vaccinés dans les semaines et mois qui viennent. Merci de votre attention pour cette présentation.